Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Votre parcours, Monsieur Nunez, nourrira en de nombreux points nos échanges. Vous avez une longue expérience au sein du corps préfectoral, notamment en tant que préfet de police des Bouches-du-Rhône entre 2015 et 2017. Actuel secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, c'est aussi en tant qu'ancien directeur général de la sécurité intérieure que nous vous auditionnons. Votre expérience de la sécurité sur le plan territorial, ainsi que la vision d'ensemble des risques sécuritaires que vous avez de ces groupes, contribueront à nous éclairer. L'audition de ce matin va s'articuler autour de la réponse administrative aux agissements de groupuscules, la surveillance de ces groupes et l'étendue des pouvoirs de l'autorité administrative. Afin de démarrer, je vous soumets plusieurs questions liminaires auxquelles vous aurez la possibilité de répondre au cours d'un exposé d'environ une quinzaine de minutes. Une première dimension concerne l'état des lieux. Que fait l'administration de la situation de ces groupuscules? Combien sont-ils? À combien les estimez-vous? Quelles sont les procédures que vous avez l'habitude de suivre pour surveiller ces groupes et pour surveiller les membres qui ont déjà été condamnés? En second lieu, quels sont le niveau et la ventilation des moyens budgétaires et humains consacrés par le ministère de l'Intérieur à la lutte contre ces groupuscules? On observe dans les décrets de dissolution pris en Conseil des ministres systématiquement la mention du deuxième alinéa de l'article L212.1 du Code de la sécurité intérieure qui fait référence à la dissolution des groupes de combat et des milices privées. Pourquoi ne pas utiliser davantage également l'alinéa 6 du même article qui permet de dissoudre les groupes qui provoquent à la discrimination, à haine ou à la violence? Est-ce que cette caractérisation est plus difficile à établir, notamment dans l'obtention de preuves? Voilà, vous nous éclairerez. Enfin, une dernière piste de question concerne l'état actuel du droit. À votre avis, les dispositions législatives existantes, notamment l'article L212.1 du Code de la sécurité intérieure, ainsi que l'article L431.15 du Code pénal, qui punit la reconstitution de groupes dissous, vous paraissent-elles suffisantes pour lutter contre les groupuscules? Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole. Il est difficile de répondre précisément à votre question, car ces agents ont des missions polyvalentes. Voilà, on pourra tenter éventuellement ce recensement. Mais concernant les sites nazis qui nous sont signalés, alors je ne connais pas précisément ces sites, mais on pourra regarder bien évidemment, mais ils font l'objet d'un suivi en milieu ouvert qui est très attentif. Et le but, bien évidemment, c'est d'obtenir des saisines judiciaires chaque fois qu'il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi, ou de nourrir, quand l'organisation qui tient ces sites, de nourrir des procédures administratives de dissolution, puisque ce sont des éléments qui peuvent venir étayer les appels à la haine ou les appels à la violence qui fondent la procédure de dissolution sur le fondement du point 6 de l'article que nous citions tout à l'heure. Donc nous les suivons de près. Il y a des saisines des services judiciaires qui ont pu conduire d'ailleurs à la fermeture d'un certain nombre de sites. Je pense récemment à l'action qui a été engagée sur le site, je crois que c'est démocratie participative. Alors, la difficulté, c'est que ces sites se reconstituent souvent en un temps record, en modifiant dans l'adresse une lettre, un point, une virgule, et il se recrée aussitôt, puisque les plateformes ont développé bien évidemment des moyens de détecter la signature, et donc il nous faut systématiquement réagir au plus vite pour cela. Alors, ça fait partie des réflexions qui sont en cours au sein du gouvernement, mais qui peuvent être aussi portées au niveau européen, de pouvoir avoir, comme c'est le cas en matière de lutte antiterroriste, de pouvoir faire des propositions d'obligation de retrait de ces contenus dans des délais extrêmement brefs. Vous savez qu'il y a actuellement un règlement qui est en discussion, qui va rentrer en discussion au niveau européen sur les contenus terroristes. Un des objectifs, bien évidemment, c'est de parvenir aux mêmes dispositions sur les contenus haineux, sur les contenus discriminatoires et sur les contenus d'incitation à la violence. Donc là, nous y travaillons, mais nous disposons quand même sur les sites d'outils judiciaires. Alors sur l'accès aux archives, donc vous citiez donc effectivement le blocage qu'il peut y avoir sur
le fait qu'on ne répond pas pour tout ce qui est postérieur à 1980. Donc c'est lié au statut d'un certain nombre de ces archives. Hein. On ne les divulgue pas avant un délai de 50 ans. Et surtout pour les éléments qui sont couverts par le secret de la défense nationale et qui, de surcroît, donc, doivent entrer dans le cadre d'une procédure de déclassification. Voilà la raison qui explique qu'on ne répond pas, on ne communique pas ces archives. Sur Pharos, alors le fonctionnement de la plateforme Pharos fonctionne de manière positive. Hein. Comme vous le savez, il s'agit principalement donc, de permettre à des signalements d'internautes sur un certain nombre de contenus qui peuvent être terroristes, qui peuvent être discriminatoires, appels à la haine. Et par ailleurs, la plateforme Pharos a aussi un fonctionnement autonome parce qu'elle assure un rôle de veille. Et cette plateforme donc, fonctionne de manière satisfaisante. Elle a permis de déboucher sur des investigations judiciaires suite à un certain nombre de signalements. Je rappelle d'ailleurs qu'elle est implantée auprès d'un service de police judiciaire. Et par ailleurs, encore une fois, elle joue un rôle de veille sur les réseaux sociaux et sur Internet qui fonctionne de manière tout à fait satisfaisante. Sur le financement de ces groupes, nous n'avons pas constaté, voilà, nous ne sommes pas sur des groupuscules qui fonctionnent sur des financements qui proviendraient de pays étrangers, qui proviendraient enfin, des financements de masse. On est quand même sur des mouvements qui se financent à bas bruit. Hein, donc, on n'a pas de mouvement financier important. Cela étant, si cela devait être le cas, je rappelle que nous disposons quand même d'un certain nombre d'outils qui sont aussi mobilisés dans le cadre de la lutte contre les subversions violentes et qui pourraient être mobilisés. Voilà, Madame la Présidente, pour les questions que vous posiez. Sur la question du bilan de Pharos, bien évidemment, à l'issue de cette réunion, et je pense que vous verrez également d'autres interlocuteurs, mais on pourra vous produire un bilan peut-être plus précis, chiffré, sur ce que sont les résultats de la plateforme Pharos. Madame Fagelès, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je voulais vous remercier, Monsieur le Ministre, pour votre intervention et les éléments que vous nous avez donnés, et notamment pour nous avoir fait part du fait que la surveillance et la lutte se portaient aussi bien sur les groupuscules d'extrême droite que d'extrême gauche. J'entends que vous avez posé ce périmètre, mais pour autant, je vais devoir quand même revenir sur la porosité qui peut exister entre ces actions-là. Alors, avant de passer la parole à Madame O, donc je suis désolée, je suis obligée de rappeler quand même le périmètre, parce que là vous essayez de changer la nature de la commission. Alors j'entends je comprends pourquoi vous le faites, mais si on a choisi ce périmètre, c'est parce que pour nous il y a des différences fondamentales qui sont justement l'antisémitisme, la xénophobie, le racisme, l'homophobie, le sexisme et une stratégie de violence forte sur des individus. On a été plusieurs élus à être menacés, ainsi que le président de la République et le ministre de l'Intérieur, etc. Donc je vous prie dorénavant de respecter le périmètre, y compris pour les réponses qui seront apportées. Je vous remercie. Madame O. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci pour votre présence. Vous avez évoqué brièvement la dimension transnationale, à la fois de la coopération entre l'ultra-droite française et d'autres groupes d'ultra-droite européens, et à la fois dans la réponse de nos services de renseignement et de nos ministères. Est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer sur ce sujet? Quels sont réellement, peut-être par exemple entre l'ultra-droite française et italienne ou je ne sais pas, d'autres ultra-droites, les vraies convergences? Est-ce qu'il y a des actions conjointes qui ont déjà été menées et comment est-ce que vous coopérez dans la mesure de ce que vous pouvez nous dire avec d'autres États frappés par ce fléau? Merci. Merci. Monsieur Rudigoz. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'aurais deux questions.
J'ai déjà eu l'occasion de pouvoir en parler avec vos services, mais je profite quand même de cette audition pour que les choses soient faites publiquement. Avec 70 et quelques députés, nous avions écrit mi-octobre au Premier ministre pour demander la dissolution du bastion social par rapport à différents éléments que nous avions sur ce groupuscule d'extrême droite violent. Je voulais également, la LICRA avait fait la même demande pour d'autres groupuscules plutôt de la tendance identitaire. Je voulais savoir si cette demande, qui, vous l'avez bien précisé, il faut avoir des éléments probants, il faut juridiquement être béton, si je puis me permettre l'expression. Donc c'est ce que font, je pense, les services du ministère de l'Intérieur, parce que nous avions écrit au Premier ministre, mais cela relève des compétences de votre ministère, Monsieur le ministre. Donc je voulais savoir où on en était de cette demande. Et par ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de ces nouveaux mouvements d'extrême droite que vous avez nommés les survivialistes, si je ne me trompe pas. Ah, ok, survival. Bon, voilà. Je vais éviter de reprendre le terme. Dedans, il y a des mouvements, là j'ai plus de facilité à les prononcer. Il y a Barjols, je crois, AFO. On voit cette évolution, et vous l'avez dit, sur des groupuscules qui, eux, se rendent à devenir des groupuscules terroristes. Est-ce que vous pourriez, vous en avez parlé, mais est-ce que vous pourriez un peu plus approfondir votre propos et justement nous apporter des éléments supplémentaires, notamment sur leur niveau d'armement? Alors, sans rentrer, évidemment, vous serez là aussi limité, je sais, vous l'avez bien précisé, mais je pense qu'on peut voir la différence avec d'autres mouvements, même s'ils sont dangereux et comme Bastion Social dont je parlais, mais là je pense qu'on est encore à un autre stade, vous l'avez dit vous-même, il y a une tendance terroriste chez ces gens-là. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations? Et une dernière petite question, mais c'est en lien, ces personnes-là les plus dangereuses, je pense, relèvent des fiches S, certainement, ou d'autres, d'un autre fichier. Est-ce que vous pourriez nous donner le nombre de personnes qui sont actuellement sous un fichage type S ou autre dans les mouvances d'extrême droite les plus dangereuses? Merci, Monsieur Juanico. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nous assistons dans nos territoires à une recrudescence d'agressions homophobes récemment, comme par exemple cette semaine, dans ma ville à Saint-Étienne, où un gérant de Barguet a été la victime de violentes insultes dans la même rue que ma permanence parlementaire. Et je voulais vous poser la question, Monsieur le Ministre, si vous aviez une idée et si on pouvait estimer aujourd'hui la part que représente l'implication des membres des groupuscules d'extrême droite dans ces actes homophobes qui doivent être recensés donc au niveau de votre ministère de l'Intérieur. Et puis ma deuxième question porte sur la question que vous avez évoquée au tout début. Vous avez dit les groupuscules d'extrême droite participent à un certain nombre de manifestations sur la voie publique pour y commettre des exactions. Nous savons maintenant que lors des saccages du 1er décembre, et je pense en particulier au saccage de l'Arc de Triomphe, qui a énormément choqué nos concitoyens, et pas simplement les associations d'anciens combattants, mais tous nos concitoyens, nous savons maintenant que parmi les personnes qui ont commis des exactions, en tout cas il y a une enquête qui est actuellement en cours, même si ce n'est pas les seuls, il y a une implication d'un certain nombre de membres de l'ultra-droite, dont une personne qui a des antécédents à JNR, donc aux Jeunesse Nationale Révolutionnaire, à la Troisième Voie, et des groupes qui ont été dissous dans le passé. Donc ma question, là aussi, Monsieur le Ministre, c'est est-ce qu'on peut estimer la part de responsabilité des groupuscules d'extrême droite dans les exactions diverses et variées qui ont pu être commises et donc constatées à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes ces dernières semaines? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Aller chercher une convergence idéologique d'une manière générale, non, je ne dirais pas jusque-là. On a quand même des mouvements qui sont aux antagonismes complets, donc qui peuvent se retrouver sur des actions de voie publique. C'est le cas actuellement sur le mouvement des Gilets jaunes. J'attire l'attention sur le fait que ça ne veut pas dire qu'il y a une convergence idéologique. Alors, sur les sites, Internet, alors, on a effectivement quand même en matière de sites Internet, il y a les actions possibles qu'on peut mener en matière judiciaire. Et sur ce qui touche au donc
volet judiciaire, et sur le déréférencement d'un point de vue administratif. On peut faire beaucoup sur le critère lié au terrorisme, à la pédopornographie. Sur les subversions violentes, c'est parfois un peu plus compliqué. Et même quand on essaie de démontrer qu'une action dite de subversion violente est susceptible de se rattacher aux critères du terrorisme. Donc récemment d'ailleurs, on a eu une décision qui a été annulée devant un tribunal administratif sur un déférencement d'un lien qui avait appelé à brûler une caserne de gendarmerie, donc je ne dirais pas à quel endroit. On avait plaidé que ça relevait du terrorisme et cette position n'a pas été retenue. Donc voilà, donc en matière de police administrative, on est un peu restreint, donc c'est loin de moi l'idée de critiquer la décision de justice qui a été rendue. Le juge applique un texte, et ce texte, il s'applique que pour le terrorisme et la pédopornographie, et le terrorisme n'étant pas extensible aux subversions violentes, et y compris sur ce type d'action. Voilà, donc on a quand même un souci sur le déréférencement au niveau des textes applicables. Et sur le volet, d'ailleurs, législatif, pardon, je reviens un petit peu en arrière, mais vous parliez, Madame la Présidente, tout à l'heure du -6, qui est pour tout le monde celui qui porte sur les discours de haine, d'incitation à la violence du mouvement. Sur les 18 dissolutions qui ont été pratiquées depuis 2002, 17 se sont inspirés en tout ou partie sur ce fondement. Voilà, qui reste efficace, mais on est toujours plus efficace quand on arrive à l'accoler à un autre thème, un autre motif de dissolution. C'est ce qui avait été fait d'ailleurs, je crois, en 2013, où on avait retenu deux items, le 2 et le 6. Je crois, mais là je parle sous le contrôle du DLPAJ, il me semble que sur le 6, en 2013, je crois qu'on avait été battu, on avait été annulé, non, sur le 6, Thomas, je ne me souviens plus. Tout avait été validé, 2 et 6 sur les dissolutions. Oui, de 2013. Voilà. Une affaire qui a donné lieu à une annulation, mais c'était à cause du contexte, c'était la fermeture d'un bar qui était jugé. Sur Envie de rêver. C'était Envie de rêver. Oui, d'accord. Voilà, c'était Envie de rêver qui était une structure associative, c'était plus un truc un peu culturel, festif, qu'on avait mis dans le lot. Et donc voilà, donc ça a tenu. Le 2 et le 6 ont tenu en 2013. C'est-à-dire à la fois le côté groupe de combat, organisation, formation, et puis le côté incitation à la haine, violence. Donc voilà, pardon, j'avais oublié de vous préciser ça, c'était important. Alors, sur les sites, je reviens sur les sites. Donc il y a ces mesures de police administrative qui sont un peu, enfin, on ne peut pas tout faire, mais on travaille quand même beaucoup aussi avec les plateformes, avec les opérateurs, pour obtenir le retrait de ces contenus, et beaucoup a été fait en la matière, beaucoup est fait. Alors, le travail collaboratif, ça dépend des types de plateformes. Il n'est pas de la même intensité, et c'est ce qu'on met dans le débat, nous, sur la réflexion qui est en cours sur la prise l'adoption d'un dispositif juridique qui serait plus contraignant. Avec, bien évidemment, toujours la nécessité de trouver l'équilibre entre la liberté d'expression et la diffusion de contenus haineux, incitant. Voilà, c'est toujours un équilibre qui n'est pas simple. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on intègre dans la réflexion. Le Premier ministre avait annoncé que toutes les investigations seront menées, tous bords confondus, pour mettre en place des procédures de dissolution administrative chaque fois que les conditions seraient réunies. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Mais chaque fois que les conditions sont réunies, nous ne tremblerons pas sur l'engagement de procédures de dissolution, administrative. Le Premier ministre l'avait dit très clairement après les incidents du 1er mai 2018. Et nous sommes sur la même ligne. Et donc, je ne peux pas vous dire qui, comment, pourquoi. Concernant le volet législatif, je reviendrai après sur les sites Internet. Sur le volet législatif, je crois qu'on peut dire que le texte tel qu'il s'applique actuellement et la jurisprudence, je crois qu'on peut dire que nous sommes parvenus à un bon équilibre. Je regarde à la caméra Thomas Campeau qui est derrière moi, je ne le vois pas. Donc ça doit être, on est arrivé à un bon équilibre. Entre la jurisprudence et l'application du texte, qui résulte de dispositions, comme vous le savez, de 1936. Donc on parle de l'article 212.1 du Code de sécurité intérieure, mais on est sur disposition de 1936. Alors, justement, c'est là où je voulais en venir, il y a sans doute
un toilettage du texte auquel il faudrait procéder. Il y a le point 1 où on parle plutôt de manifestations armées. Donc on voit qu'on visait plutôt à l'époque les milices. Il s'agissait d'aller sur la voie publique armée. Voilà. Il faudrait regarder si le texte ne pourrait pas être toiletté, mais dans le sens être actualisé. Il ne s'agit pas de lui enlever sa portée et sa vigueur. Et puis il y a peut-être un élément qui pourrait être amélioré, et ça n'est pas vrai que dans ce domaine-là, mais c'est cette idée que quand on appréhende en renseignement ou même en judiciaire des comportements d'individus qui sont membres d'une structure, il est parfois pas toujours évident d'impliquer la structure elle-même. On peut avoir des actes, on va dire, pour parler un peu de mon langage plus familier, ou moins juridique, qui sont détachables de la structure. Et peut-être que les dispositions législatives pourraient être modifiées, mais là encore, il faut en vérifier la constitutionnalité, il faut être prudent, prenez avec beaucoup de précaution ce que je vous dis, mais sans doute, il pourrait être utile d'engager des procédures de dissolution à l'encontre de structures, d'avoir la possibilité, d'engager des procédures de dissolution à l'encontre de structures qui n'auraient pas mis un terme aux agissements de ses membres, qui se livreraient à des actions susceptibles de rentrer dans le champ de la loi et qui permettraient la dissolution. Voilà. On pourrait peut-être en exciper de cette absence d'action pour mettre le holà aux dérives individuelles d'un certain nombre de membres pour dissoudre la structure. Voilà, c'est une réflexion que nous avons, à laquelle, disons, on va dire, nous réfléchissons. Alors, sur le mouvement des survivalistes, bon, vous avez cité 2 noms, je ne les reprends pas. J'avais constaté, monsieur le député, que la question que vous m'avez posée lors de la séance à l'Assemblée nationale consacrée aux violences policières, j'ai constaté par le contenu de votre question que vous étiez très bien documenté sur ces sujets. Moi, je ne rebondis pas là-dessus. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que sur ces groupes survivalistes, ils ont effectivement un mode d'organisation qui est un petit peu différent, et ça a été révélé par les interpellations judiciaires, et donc je m'en réfère au contenu qui en a été relaté dans les médias, je suis très prudent, mais effectivement, ces groupes cherchent effectivement à s'armer, donc je vous le confirme, soit de manière artisanale, soit en ayant recours à des armes dans le cadre de procédures tout à fait légales, parfois illégales, mais on voit qu'il y a une volonté quand même de s'armer sur un mode plutôt d'autodéfense, mais quand même oui. Et puis ce sont des groupes qui fonctionnent ou essaient de fonctionner plutôt dans la clandestinité, avec une vraie organisation territoriale et des référents, des relais, etc. Bon. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça n'est pas par hasard que, sous l'autorité de la justice, des interpellations ont été menées dans les rangs de ces 2 structures, parce qu'à un moment, à partir du moment où on commence à parler d'un projet d'action violente, même s'il n'est pas clairement défini, et compte tenu de la détermination de certains des membres de ces structures, ce n'est pas par hasard que des procédures judiciaires ont été engagées. Monsieur le député Joannico, sur la part de l'engagement de l'ultra-droite dans les actes homophobes, je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne pense pas, mais là, je ne pense pas que ce type d'exaction soit la cible prioritaire, mais on ne peut pas l'exclure non plus. On ne peut pas l'exclure non plus. Voilà, mais je n'ai pas cette part, mais on va regarder cette question. Peut-être nous l'avons, mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Je vous dirai ce qu'il en est. Sur la question également que vous m'avez posée sur la part des exactions commises par la mouvance dans l'ensemble des exactions commises le 1er décembre. Vous parliez notamment des exactions menées autour de l'Arc de Triomphe. Donc on n'a pas, je ne suis pas en mesure de vous dire, d'évaluer précisément cette part, c'est-à-dire de combien c'est un pourcentage dans l'ensemble des dégradations commises ce jour-là.
Je vous confirme, en restant très prudent, en essayant de ne dévoiler aucun secret de la défense nationale ou visé par des procédures judiciaires, je vous confirme néanmoins qu'ont été constatés, qu'ont été vus un certain nombre de militants de la mouvance d'extrême droite sur ces exactions, et que certains d'entre eux ont effectivement été interpellés. Je vous le confirme, et que certains d'entre eux ont été vus ce jour-là, même certains pris en photo par des grands magazines. Voilà, donc ils étaient présents, ils étaient là et ils ont participé à un certain nombre d'exactions. Le pourcentage après sera forcément difficile à évaluer parce qu'il y a la part directe dans l'exaction commise et puis il y a la part dans l'incitation à, qui peut aussi être importante. Voilà, je vous remercie également, même si vous n'avez pas tout pu dire, et nous nous reverrons certainement, mais déjà, voilà, ça permet d'éclairer notre réflexion et notre cheminement. Donc, je vous remercie. Je remercie également les collègues présents et la presse. Voilà, merci à vous.